Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un épisode que j'attends de faire depuis très longtemps, à savoir explorer l'univers du paddle, le business du paddle, l'économie du paddle. Et aujourd'hui, pour adresser ce sujet, j'ai un peu l'expert sur ce sujet qui est Romain Topin. Romain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Pierre pour l'invitation. Écoute Romain, il y a deux personnes du monde du paddle qui m'ont recommandé de te parler pour vraiment décortiquer cet écosystème. Tu as depuis quelques temps écrit et contribué sur un blog qui s'appelle Paddlenomics et qui est un peu la Bible, qui est un peu l'encyclopédie du monde du paddle. Et c'est tout ce savoir, toute cette expertise qu'on va essayer de partager avec les auditeurs, avec ceux qui nous regardent sur YouTube, pour essayer de comprendre le succès du paddle, la vérité sur le business du paddle. C'est un peu comme ça que j'ai envie d'intituler ce truc-là. Mais avant de commencer, je te propose de te présenter brièvement, de savoir d'où tu viens et comment tu es arrivé finalement à devenir cet expert du paddle. D'accord. Alors, moi au départ j'ai un profil école de commerce. J'ai fait une école à Lille, l'IESEG, et je me suis spécialisé en économie à la fin de mon master. Je fais quelques petits stages chez L'Oréal et Deloitte et je trouve pas ma voie, entre guillemets, ça me plaît pas. Et je débarque à Barcelone en 2014-2015 et je découvre le paddle. En me disant, bon tennisman, c'est quoi ce sport de nul, en gros? Je teste et je me dis tout d'un coup, en fait, il y a un truc à faire. Ce qui est le réflexe de tous les tennisman, hein, d'ailleurs. Réflexe de tous les tennisman, clairement. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire parce que c'est dans l'air du temps. Donc, je vais changer de voie et je vais devenir expert du paddle. J'avais pas un objectif clair au départ, à part, je me suis dit, je vais me construire un CV costaud pour être recruté par une marque. Donc, je deviens prof de paddle. Je me forme avec l'actuel entraîneur de l'équipe de France, Pablo Aima, qui est argentin. Je commence à donner des cours, je vends des terrains de paddle sur le marché français et en parallèle, je construis les premières bases de données sur le marché français et sur le marché aussi européen. Et je mets tout ça sur un site internet en 2018-2019 avec là l'objectif de me dire voilà ce que je sais faire, il y a une marque qui va m'appeler, c'est cool, je vais trouver un travail. Et en fait, aucune marque ne m'a appelé. Et c'est en fait un Urban Soccer qui était le leader dans le football à 5 qui m'a passé un coup de fil en me disant Romain, on veut mettre du paddle dans nos centres. T'es le seul à avoir une vision macro et terrain. Est-ce que tu peux nous aider à calibrer un peu nos premiers clubs? Et en fait, je suis tombé un peu par hasard dans le consulting, donc en 2019-2020. Et depuis ce jour-là, en fait, maintenant, j'ai été, grâce à mon site Paddlenomics, en effet, j'ai été appelé de nombreuses fois par des porteurs de projets, des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, maintenant, depuis 4-5 ans, je suis consultant dans le paddle. Surtout sur l'aspect business plan, étude de marché, compréhension du marché, et sur la création après, on peut accompagner aussi au niveau opérationnel les clubs une fois qu'ils sont lancés. Quand on regarde ton LinkedIn, tu dis clairement que tu aides les fonds d'investissement, tu aides les clubs à se positionner sur ce marché. Tu peux nous dire grosso modo ce pourquoi tu es essentiellement appelé pour un peu expliquer quels services et prestations on fait un petit instant promo pour Bien Romain. sûr. Alors, 95% aujourd'hui, vu que c'est un marché quand même assez nouveau, 95% de nos appels, c'est du business plan, c'est-à-dire je veux créer un club, combien je peux gagner? Où est-ce que c'est viable? Et l'étude de marché, généralement, est couplée au business plan parce qu'on peut pas faire l'un sans l'autre. Donc voilà, vraiment le produit phare aujourd'hui, c'est ça. En attendant d'avoir d'autres services qui est l'expertise comptable, parce que je travaille avec un cabinet d'expertise comptable, donc on commence à gérer en comptabilité des clubs, et une autre partie qui sera, on espère, dans un futur, la vente des clubs, positionnée sur la revente et le rachat des clubs de paddle. D'accord, le M&A du paddle, quoi. Le M&A du paddle, tout à fait. Ok, très très belle trajectoire. Écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Le paddle, ça suscite une fascination, une admiration, parfois une saturation. On commence peut-être à voir les premiers signaux de la saturation. Tu peux nous expliquer l'avènement du paddle dans le monde et dans le France? On fait un petit point historique, comme ça on resitue tout le monde sur cette pratique. Bien sûr. Historiquement, ça arrive du Mexique. En 1969, il y a un gars qui, dans son jardin, n'a pas trop de place, met un terrain de tennis plus petit. La légende dit qu'il n'avait pas trop envie de ramasser les balles, donc il entoure le terrain de murs de béton et il utilise les raquettes d'un sport qui s'appelle le paddle tennis aux États-Unis, donc des raquettes en bois, et il crée comme ça le paddle, qui via ses copains s'exporte en Espagne et en Argentine, et ça devient un phénomène dans ces deux pays dans les années 80-90. Vraiment, c'est les deux pays phares, même encore aujourd'hui, du paddle. Donc l'avènement arrive comme ça. En Espagne, petit focus sur l'Espagne, au début, c'est un sport de riches. Clairement, il y a le Premier ministre Aznar qui joue au paddle, c'est un peu le nouveau golf. Le paddle se développe, et on a une crise économique des subprimes en 2008 qui fait que, tout d'un coup, tout l'immobilier dégringole. Donc, le paddle, qui était un sport outdoor, principalement, à ce moment-là, les gens ont pu acheter des hangars pas chers, et donc le sport devient
indoor. C'était assez rare. Et donc, il peut se développer encore plus. Et on a eu un autre boom du paddle après la crise des subprimes. Et là, avec le Covid, encore une troisième vague de croissance en Espagne. Donc, l'Espagne, vraiment, est aujourd'hui le marché numéro 1 au monde. En France, dans les années 90, il y a eu du paddle. Toulouse a accueilli les mondiaux du paddle en 2000. On avait une centaine de clubs. Mais cette première vague de clubs n'a pas fonctionné. Le paddle, s'est éteint dans les années 2000. Et ça a été relancé. Après, dans les années 2010-2015, il y a eu des pionniers qui ont relancé la machine. Et là, on a eu une croissance jusqu'à aujourd'hui, on va en parler, pour que le paddle enfin s'installe dans le paysage des sports de raquettes. Donc on voit que l'Espagne a réussi à développer de pair le tennis, parce qu'ils ont été ultra dominants dans le tennis, notamment à travers Rafael Nadal, et le paddle, comme quoi c'est pas forcément incompatible. Et on oppose souvent en ce moment le tennis et le paddle, et on viendra sur cette opposition. J'ai lu quelque part, je crois d'ailleurs c'est sur ton blog, qu'il y avait en France, toutes les 11 heures, un nouveau terrain de paddle qui était construit. Que cache cette espèce de ruée vers l'or du paddle? Est-ce que tu peux nous expliquer où en est le marché français sur ce paddle? Alors, aujourd'hui, on est à 3300 terrains à date en France. Et je compte aussi toutes les îles. Ça s'appelle pas les dom-tom, maintenant c'est un autre nom, mais je confonds. Les Outre-mer. Les Outre-mer. Donc 3300 terrains, 1100 lieux de pratique. Au début de 2015 à 2022, on était en croissance, une croissance lente. Depuis 2022, on a une exponentialité des courbes, clairement. Et on est passé de construire 200 terrains par an à 600 en 2023, 600 en 2024, et là, on va dépasser les 1000 cette année. Pour les, à mon avis, 2025, 2026, 2027, on sera à plus de 1000 terrains. Donc, on est à 3300 terrains. À titre de comparaison, l'Italie, c'est 9500. D'accord. On est encore en retard. La Belgique, c'est 2000, mais bon, c'est quand même 6 fois moins d'habitants. Les Pays-Bas, c'est 3000. Donc, en fait, la France est plutôt en retard par rapport à l'Europe. Donc, on est au début de notre boom et tous les yeux sont rivés vers nous parce que clairement, vu que le tennis, le marché du tennis français est l'un des plus importants au monde et en Europe avec l'Allemagne, eh bien, on sait que quand même, le joueur de paddle à 50%, c'est un joueur de tennis aujourd'hui. Donc, il y a quand même des corrélations entre ces marchés. Donc, en fait, on sait que le marché français tendra à ser quand même un marché assez important du paddle. Et c'est la présence omnisciente, omnipotente du tennis qui a freiné l'avènement du paddle en France par rapport à l'Italie et la Belgique que tu citais? Alors, non, c'est vraiment des problématiques économiques. C'est-à-dire que en Espagne ou en Italie, il fait beau, c'est la Méditerranée. Donc, on peut installer des terrains outdoor plus facilement, moins cher, pour un sport qui débute, qui n'a pas forcément des grandes rentabilités, des grands chiffres d'affaires. À l'inverse, alors le sud de la France s'est développé justement avant les autres pour ça, parce que c'était plus facile au niveau économique d'installer des terrains outdoor moins chers pour un sport qui débutait. Tout ce qui est Paris, Strasbourg, Lille, Lyon, etc., ça coûte très cher le foncier. Donc pour un sport qui débute, clairement, on a eu un ralentissement et personne ne voulait investir. L'Allemagne, c'était encore pire. Par exemple, on prenait l'exemple des Allemands. Au départ, mais je crois que ça a changé, un terrain de paddle était considéré comme un building. Donc il fallait qu'un architecte assure que ça n'allait pas s'effondrer. Donc c'était encore des coûts supplémentaires. Donc en gros, pour un nouveau sport, ils devaient débourser, les Allemands, beaucoup plus d'argent. Donc le paddle a mis plus de temps, il met plus de temps en Allemagne pour ça. Mais c'est une question de foncier principalement au départ qui ralentit les choses. Et on peut dire aussi, c'est peut-être un effet à corréler, mais l'industrie du foncier, de la construction immobilière en Espagne a été très florissante ces 10-15 dernières années. Et en fait, moi qui vais parfois en Espagne, je me rends compte que beaucoup de projets immobiliers, de compound avec plusieurs appartements, intégraient les pistes de paddle. Donc, à mesure qu'on permettait aux gens de se loger, on leur permettait aussi de jouer au paddle. Toutes les nouvelles résidences avaient un terrain de paddle à côté de la piscine. C'est vrai, c'est incroyable. Donc, ça a popularisé aussi beaucoup plus vite le sport. On dit souvent que finalement, le paddle, ça coûte pas très cher à l'investissement, mais ça peut rapporter très gros. Ce qui explique aussi un peu le trade-off qui s'opère entre un terrain de tennis qui peut pratiquement être 3 terrains de paddle et du coup le changement, le switch au niveau du foncier entre des terrains de tennis qui sont en train de devenir des terrains de paddle. Tu peux nous expliquer combien il faut investir et combien ça gagne, un peu le breakdown de l'investissement et des revenus d'un terrain de paddle? Ok, alors on va parler de l'indoor. On parle un peu de l'indoor parce que l'outdoor au final c'est, on va dire, un prorata du nombre de beaux jours par rapport à l'indoor. Donc l'indoor, on a deux possibilités. Soit on achète le foncier, le terrain, nu, et on construit. Soit on trouve un hangar déjà tout fait. Ok. Le foncier, la construction de 6 terrains de paddle indoor. Donc clé en main, un bâtiment, imaginons comme Decathlon, en hangar en dur. Ça coûte entre 2,5 millions et 3 millions.
Ok. 6 terrains entre 2,5 et 3. Terrain avec le clubhouse tout fait, tu peux rentrer, tu peux Ouais. jouer Ok. sans l'achat du foncier. Hein. Donc ça dépend Ouais. si tu es à Nantes, Paris ou à la campagne, le foncier, Ouais. tu rajoutes C'est ça. juste le coût de, c'est le capex, c'est pas le, enfin, Voilà. oui, il n'y a pas le foncier comme tu as dit. Voilà. Ok. Et donc en fait, les banques demandent pour information entre 25 et 30% des apports. Donc ça veut dire que les personnes qui veulent créer un club de toute pièce, on parle quand même d'un apport d'1 million. Ouais. Grosso merdo. Facile, ouais. Donc ça veut dire que ça fait déjà une sélection des personnes qui peuvent investir. On est sur une tranche quand même de personnes qui ont de l'argent. Et tu dis qu'il faut au moins entre 5 et 10 terrains par centre, c'est ça? C'est la moyenne à peu près? Le chiffre magique, on disait que c'était 6, mais ça dépend des villes. Il y a des villes où, comme Lyon, Paris, on peut se permettre d'aller plus haut parce qu'il y a la densité. Dès qu'on descend en dessous de 6, en fait, c'est simplement qu'au niveau des marges, la personne, le gérant, qui est 4 ou 6 terrains, au final, il a presque le même travail. Donc en fait, si tu as 3 ou 4 terrains, c'est juste que ton CA, il va partir dans ta masse salariale. Donc tu n'auras pas cet effet d'échelle qui te permet d'avoir la marge suffisante. Donc souvent, c'est un peu 6, ce chiffre magique, mais sur d'autres zones, on peut aller plus haut. Ok. D'un côté, les personnes qui ont de l'argent, la construction, ce qui fait un investissement immobilier. Et après, on pourra revendre ce bâtiment ou l'utiliser pour faire, pour mettre Carrefour à l'intérieur, de la distribution, etc. De l'autre côté, on prend un hangar. Donc là, c'est plus facile, on paye un loyer. Le hangar, généralement, il a une dalle. Et on a juste à installer, entre guillemets, les terrains. Chaque terrain coûte entre 20 et 25 000 euros, l'installation des terrains. 20 à 25 000 euros un terrain. Pas plus que ça. Bah, après, il y a la dalle. Souvent, en fait, ce qu'on dit 60 000 euros, c'est la dalle et tout ça, terrassement. Donc, on arrive à 65 000 euros sur un terrain nu extérieur. Ça, oui. Mais quand on est dans un hangar déjà fait avec une dalle déjà faite, c'est 20-25 000. Ok. Donc, à tous les auditeurs qui ont des hangars au fond de leur jardin, c'est ça. Regardez bien ce hangar différemment maintenant. Avec, s'il vous plaît, des hauteurs quand même de 8, 9, 10 mètres. D'accord. Parce que c'est un sport de l'homme. Et alors, la partie quand même clubhouse, douche, enfin, ça coûte aussi un peu d'argent. Donc généralement, en fonction des options qu'on prend, c'est comme dans tout, si on veut mettre du poids ou des matériaux encore plus nobles, on va de 300 000 euros à 600 000 euros, voire un peu plus. Donc en fait, le club avec un hangar, ça va vous coûter en investissement, grosso merdo pour 6 terrains, hein, pour l'équivalence, entre 400 et 800 000 euros en fonction de vos options. Donc c'est déjà plus accessible. Donc on a entre guillemets moins d'argent, mais ça reste quand même des sommes. Il n'y a plus qu'à apporter 150 000 euros ou 200 000 euros. Voire pas fois moins si on est sur un club alternatif. L'extérieur, c'est beaucoup moins cher. Mais évidemment, à part le sud de la France, mettre en Bretagne ou à Lille. Nous fâche pas avec mes amis bretons. Hein. Il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne, je te rappelle. Il est juste sur la pluie. Moi, j'ai vu des gens, ils me disaient, du côté de La Baule. Et même quand il pleuvait, ils disaient, mais nous, on joue quand même. Et donc, j'ai pu voir ça. Après, les Bretons diront que La Baule, c'est pas en Bretagne, mais. Oui, c'est ça. Mais du coup, on a compris le coût d'investissement indoor-outdoor. Est-ce qu'on peut passer sur les revenus? Combien coûte pour un pratiquant de jouer 1 heure au paddle? Et en fait, combien il reste dans la poche finalement de l'investisseur, enfin du promoteur? Le CA. Et ça, pour moi, c'est le grand fantasme justement des porteurs de projets. Je pense gagner comme le club que j'ai vu à Paris, où le prix à 20 euros par personne, où il y a une densité de population, où je vois que les taux d'occupation sont pleins, donc ils s'imaginent à chaque fois qu'ils vont gagner 150 000 euros par terre. Grosso merdo, dans nos analyses, on analyse plus de 100 clubs en France. On peut estimer qu'aujourd'hui, en indoor, ça varie entre par terrain, avec la location de terrain, 30 000 euros par terrain, les plus mauvais, à, si on sort Paris du spectre, 90 000. 30 000, 90 000, 30 000, 100 000. Parce que, en dehors de Paris. Parce que tu dis Paris, ça peut taper 150 000. Quoi. Voilà, vu que c'est 20 euros par personne au lieu de 13 ou 15 en province, voire moins, on peut arriver à Paris à 120, 150 si t'es dans Paris, mais c'est une exception et il y a pas, voilà, on peut pas copier ça. Mais en province, on est entre 30 et 90. En plus, aujourd'hui, on est plutôt dans une bonne configuration où il y a une demande de dingue et pas assez de terrain. Donc, on sait très bien que ce CA tendra à baisser. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le paddle? On voit des personnes qui se disent, ouais, je vais gagner 90 par terrain. Et en plus, dans leur business plan, ils disent chaque année, je vais augmenter. La réalité, c'est que non, on est plutôt sur un marché où là, on est presque en haut de ce qu'on peut gagner. Tout est plat. Et le truc, c'est comment gérer cette avance et comment gérer ce surplus pour faire notre affaire financière. Aujourd'hui, enfin, dans le business, on parle souvent d'EBITDA ou de résultats nets. En moyenne, qu'est-ce que tu observes comme résultat net ou comme EBITDA pour un club qui aurait 6 terrains ou voilà, donne-nous un petit peu des éléments de compréhension sur ça. Alors, résultat net en pourcentage, on va être entre 10 et 20% et voilà, en général, on va être sur ça. Ce qui est très bien dans la grande industrie du retail, parce qu'on peut mettre ça du côté du retail, c'est quand même pas mal comme taux de marge. C'est pas mal. Mais en fait, tout part
Et moi, je le dis, je le répète, tout part en fait de la charge principale qui est le loyer. Votre loyer va faire en sorte que votre ROI va bouger énormément. Aujourd'hui, en fait, ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, parce que les personnes disent est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans le paddle? Moi, je dis le club de tennis qui a pas beaucoup de loyer, qui installe ces 3 terrains subventionnés par la mairie, outdoor. Lui, c'est presque que de l'argent en plus. Le bénévole à l'entrée ou la personne, l'employé qui paye, qui est 6 terrains supplémentaires en plus des tennis, c'est que du bénéfice. La personne qui a réussi à négocier un bail amphithéotique avec une mairie, pareil, pas cher du tout. Il y a de la marge, il gagne pas d'argent. Mais la personne lambda qui va sur du foncier assez cher, où il paye un loyer de 200 000 équivalent, alors, soit en rentabilité, en remboursement d'emprunt ou en loyer 200, 300 000 euros, tout de suite, c'est beaucoup moins marrant et les rentabilités sont beaucoup moindres et le danger est beaucoup plus important avec la concurrence qui arrive. Vraiment, la clé, c'est à quel point vous sécurisez une charge de loyer qui est basse. Et la stratégie des chaînes aujourd'hui, en fait, il faut regarder les chaînes parce que c'est souvent eux qui font ce qui est bien au niveau financier, c'est qu'ils massacrent la partie charge. Et comme ça, ils sont sûrs de tenir demain à une guerre des prix qui arrivera, une concurrence qui arrivera, et ils maximisent dans le temps aujourd'hui, sur ce court terme, les gains qui sont importants. Comme dans pas mal de clubs, il y a la partie beuverie, j'allais dire. Non, mais la partie bar, food and beverage. Ça représente combien en moyenne dans le PNL des clubs de paddle? Parce que il y a aussi ce truc un peu de brotherhood, c'est un truc très masculin. Donc je suppose que la petite bière d'après-match ou le petit repas d'après-match ou d'avant-match, c'est pas anodin dans les résultats. C'est pas anodin. Je pense même que si on enlevait la bière d'un club de paddle, honnêtement, le paddle perdrait 50% de son attrait. Je le pense sincèrement. On est entre 15%. D'accord, du CA total, à parfois 35% pour les terrains. Et alors, évidemment, c'est proportionnel aussi à la taille du club. C'est-à-dire, le bar prend une importance sur un petit club de 3 terrains, le bar prend un volume plus important. Et à la réunion l'autre jour, justement, on m'a dit qu'il y avait un petit club, il faisait 50% au bar, parce qu'en plus, l'île de la Réunion, ils aiment bien sortir, petite tapas, etc. Donc, on peut aller très haut. Généralement, nous, dans ce qu'on observe, on est sur du 15-30%. Ouais. J'avais reçu Steve Guillou qui a lancé Arcos, que tu connais peut-être. Oui. Arcos, en effet, la vente de bière, ça a été un élément central du PNL, si bien qu'en fait, il a commencé à brasser lui-même sa bière. Et du coup, d'internaliser complètement toute la chaîne de valeur pour augmenter la marge globale de son build-up de salle d'escalade. Je vous recommande vraiment vivement cet épisode, et en plus, Arcos se développe incroyablement bien. Super épisode et super invité. Du coup, d'ailleurs, sur la bière, je fais simplement une petite anecdote. Le World Paddle Tour, qui était avant le premier paddle, le tournoi, le circuit international, c'était développé par une marque de bière, Striadam, pour dire à quel point le lien entre le paddle et une marque de bière comme Heineken qui dit je crée un circuit international de paddle. Ouais. Et dans certaines villes de France, en province, j'ai eu 2 clubs dans 2 villes différentes de 300-400 000 habitants qui m'ont dit on est le 3e bar en termes de volume de bière de toute la ville. D'accord. Donc ça veut dire que vraiment ça envoie quand même du volume. Ok, paddle is the new pub. C'est ça. Allez, vas-y, on lance ce slogan. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as été appelé pour ta première mission par Urban Soccer, qui est donc un acteur leader dans le monde du foot à 5 ou à 7 et qui s'est diversifié sur le monde du paddle. On observe une espèce de monopoly du paddle en ce moment, avec plein de nouvelles enseignes qui étaient sur d'autres activités qui viennent sur le paddle. Tu pourrais nous cartographier un petit peu les enseignes qui sont les plus dominantes et qu'est-ce qu'ils ont capté comme part de marché, notamment en France? Ok. Alors, les chaînes, aujourd'hui, c'est 20% des terrains parmi les terrains privés. Alors, moi, je ne sais pas public et privé. C'est-à-dire que public, pour moi, c'est le tennis, mais c'est des associations privées dans un lieu public. Donc, ça va être privé, mais on va dire. Donc, le public, c'est les associations 1905, voilà. Je ne me rappelle plus, affiliées à la FFT, souvent. Oui, mais un privé peut être affilié. Mais moi, pour simplifier l'explication, je dis public, club de tennis. Ouais, ok. Privé, les autres acteurs. Ça, c'est plus simple pour comprendre. Et parmi tous les privés, 20% des terrains privés, c'est des chaînes. Mais au global, c'est que 10% du global. En gros, on est aujourd'hui à 55% des terrains dans le privé, 45% dans les clubs de tennis. Ok. Donc voilà un peu le panorama dans les chiffres. Et parmi ces acteurs de chaîne, on a Fort Paddle et Urban Paddle, qui sont des leaders du foot, qui sont mis maintenant au paddle. Fort Paddle qui s'appelait avant le Five. Qui s'appelait le Five. Ouais. Il y avait aussi Soccer Five, il y a eu des fusions. Ouais. Et désolé pour l'autopromo, mais j'avais reçu Joseph Vieville, qui est le fondateur. Ah, d'accord.
du Five qui est devenu Fort Paddle. Excellent épisode également Et que maintenant, je vous Players, recommande. maintenant racheté, et ça s'appelle Ouais. Players, le groupe Players. Ouais, tout à fait, qui s'appelle Players. Et donc, c'est les deux leaders, clairement, parce qu'en Ok. plus, ils avaient du foncier à transformer. Donc, on repart de la problématique foncière. Donc, ils avaient des choses pour transformer, donc ça allait vite. Après, il y a eu Paddle Shot, qui est une franchise 100% paddle avec un peu de badminton, qui est développée par Jérôme Deligier, qui se développe bien, honnêtement. Pour moi, c'est le troisième. On a Casa Paddle, le club mythique parisien là qui a accéléré, qui est déjà à son 6e ou 7e centre. C'est pas celui où il y a Cyril Hanouna? Oui, Cyril Hanouna doit avoir des parts dedans. D'accord. Alors, je connais pas la répartition, pour tout te dire. Mais Ok. en tout cas, ça s'accélère vachement. Donc, ça va être un acteur aussi important dans le marché français. Et après, on a des petites franchises plus régionales, des stratégies Esprit Paddle à Lyon. Je pense à Tolosa du côté de Toulouse, Montauban, qui sont des acteurs, à mon avis, qui resteront plus régionales avec des stratégies intelligentes en région, mais beaucoup moins nationales. L'UCPA, je le considère pas comme une chaîne, mais il y a pas mal d'UCPA à droite à gauche. Ouais, ok. Mais tu disais, finalement, les Fort Paddle ou les Five, ils ont eu le même raisonnement que les clubs de tennis ont en ce moment, c'est-à-dire la rentabilité au mètre carré de leurs actifs, parce qu'ils ont transformé certains terrains de foot en terrains de paddle. C'est un peu ça qui C'est ça. Tout à fait. En fait, ils l'ont fait petit à petit. Ils ont commencé en 2015 à dire, c'était Fort Paddle les pionniers de ce côté-là. Je mets 2 terrains de paddle parce que le paddle n'est pas encore si rentable que ça par rapport au foot. Et au fur et à mesure, le paddle est monté en puissance. Et à un moment, la question, je pense pas que le foot ne soit pas rentable, mais je pense que il y avait une vraie question chez Urban Paddle et chez chez Fort Paddle, de se dire à quel point on peut pas mélanger les deux populations, mais d'avoir un lieu dédié. En fait, parce que si je caricature, à un moment, c'est la question de la féminisation d'un centre. Le football, c'est très masculin. Donc tout d'un coup, il y a des femmes qui arrivent. Est-ce qu'elles se sentent forcément bien dans le sens s'il y a que des mecs? Oui, non, etc. Donc là, le mélange de deux sports à la fois très masculin et un sport qui veut être mixte, à mon avis, a poussé, ça c'est mon interprétation, a poussé les chaînes à se dire, on va remplacer sur certains centres le foot par du paddle parce qu'on est arrivé aujourd'hui à des rentabilités suffisantes et on veut féminiser la marque. Voilà. Mais je pense pas que le foot qui a subi quand même un petit coup apparemment après le Covid, parce que les gens n'ont pas joué au foot, donc quand on joue pas pendant longtemps à un sport, on y revient moins apparemment. Mais je pense pas que le foot ne soit pas rentable aujourd'hui. Tu commences à parler de mixité, de pratiques féminines, pratiques masculines. Les femmes, ça représente que 13% des compétiteurs. Est-ce que le paddle, il va parvenir à casser ce plafond? Comment se positionne le paddle dans l'inclusivité homme-femme? Aujourd'hui, c'est très masculin, malheureusement, et c'est pour moi l'une des clés pour le développement du paddle. C'est-à-dire que si le paddle arrive à être féminin, il arrivera à une taille importante, ça peut devenir une institution comme en Espagne. Si on reste trop masculin, il y aura un développement évidemment, mais plus limité. En Espagne, on est à 36% de licenciés femmes. En France, donc 13% comme tu le dis, parce que on a un paddle très compétition. Aujourd'hui, c'est très rentable de faire des tournois parce que ça occupe les heures creuses. Il y a vraiment une sorte de bulle des tournois. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est intéressant dans la fédération de tennis, quand on voit les stats, les femmes représentent 29% des licenciés global, mais seulement 23% des classés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont moins compétitrices que les hommes. Elles prennent pas une licence pour faire de la compétition. Et moi, je le voyais en tant que prof. Elles voulaient autre chose. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est l'aspect compétition qui freine la féminisation. Après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris tous les clubs avec le plus de femmes en France dans le classement FFT de paddle. Et j'ai demandé aux profs qui étaient en place comment vous faites pour avoir peut-être parfois 30% ou 40% de femmes. Versus parfois dans les chaînes où il y a vraiment 0% ou 1% de femmes. Il y a vraiment des grosses différences entre les clubs. Et en fait, à chaque fois, le facteur qui fait qu'un club est plus féminin, c'est qu'on a une femme qui est prof et une femme qui est gérante et ce que j'appelle l'électron libre. C'est la personne qui est fan de paddle et qui veut organiser plein de choses, qui ne travaille pas dans la structure, mais en fait, elle aime bien faire des groupes de vie sociale, eh bien, est une femme ou en tout cas un homme qui n'a pas une vision compétiteur. Enfin, c'est pas forcément que ce soit une femme, mais en tout cas, moi, je me souviens d'une prof qui me disait, en fait, je comprends ce que veulent les femmes, je sais faire des entraînements pour les attirer ou des événements pour les attirer. Donc, j'ai 35%, 40% de femmes chez moi. Il y a aussi un truc qui est intéressant sur le paddle, c'est que tu vois souvent des paires mixtes. Est-ce que tu sais la part des monofemmes qui jouent ensemble, des monomecs qui jouent ensemble et des parties mixtes? T'as pas cette info? J'ai pas cette info. Ouais. Je pense que
Malheureusement, je pense que c'est encore mal trop epsilonesque. C'est-à-dire, c'est Ouais, vraiment pas très c'est significatif. anecdotique, d'accord. Bon, bah, du coup, l'endroit où j'allais était du coup le 100% de l'anecdote dans tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de couples mixtes qui jouaient et je trouvais ça vraiment très cool. Mais du coup, ce que tu dis aussi, c'est que pour des raisons un peu économiques de rentabilisation de l'actif, les opérateurs des clubs ou des centres favorisent les compétitions parce que c'est là où ils gagnent peut-être plus d'argent. Ces compétitions ramènent beaucoup plus d'hommes que de femmes et du coup, voilà, c'est ce signal très compétiteur du paddle qui est en train de s'installer aux dépens d'une pratique un peu plus loisir, un peu plus bien-être, un peu plus plaisir. Tout à fait. Sachant que dans les sondages, moi que j'ai fait sur mes réseaux, la première raison pour venir au paddle, c'est le plaisir. Très loin avant la compétition, très loin avant le sport santé, très loin avant j'ai envie de changer de corps, c'est mon moment de détente. Et moi, quand j'étais prof, c'était ça, les personnes. Moi, je dis souvent, le rôle d'un prof, ce qui était agréable, c'est que tout d'un coup, une personne pendant 1 heure et demie ne touchait pas à son téléphone. C'est quand même rare dans le monde d'aujourd'hui de pas utiliser son téléphone pendant 1 heure et demie, dans le monde ultra connecté qu'on a. Et c'était son moment pour oublier son quotidien, oublier parfois sa maladie, oublier sa rupture, se faire des amis. Donc, le paddle a un côté très social. Et ce paddle est en train de changer un peu. Moi, j'ai connu le début il y a en 2015. Et là, il devient compétition, mais il devient compétition dans quel sens? C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui, quand j'arrive dans un club, tout de suite, c'est quoi ton classement? C'est pas tiens, bonjour, on va faire une petite partie, tu fais quoi dans la vie? Tiens, on prend une bière. C'est moi, tu sais, je suis 4600. Bon, on est quand même un sport très jeune, 4600, ça veut strictement rien dire, on n'est pas professionnel. Mais tout de suite, il y a quand même ce truc-là qui n'existait pas il y a 5 ans. Ouais. Il y a un vrai changement de voilà, et les personnes, en plus, les mecs, ils veulent faire des parties vraiment de leur niveau pour pas gâcher leur temps. Alors que, pour moi, et en Espagne, je le vois, en Espagne, c'est 100 000 licenciés pour 4 millions de joueurs. Donc, la partie loisir est beaucoup plus importante que la partie fédérale. Aujourd'hui, il y a un effet opportuniste avec les compétitions parce qu'en heure creuse, quand elles sont vides, on se dit, on fait un tournoi et les fadas de tournoi s'inscrivent. Mais pour moi, c'est une mauvaise stratégie à long terme parce que ça met une ambiance qui est quand même très, voilà. On se compare, on fait une groupe WhatsApp entre nous, etc. Et donc, on exclut au lieu d'intégrer et augmenter la part du gâteau pour tous. On a pas mal commencé à faire des comparaisons tennis, paddle. Il y a aussi un petit qui arrive, c'est le pickleball. Aujourd'hui, dans les sports de raquettes, bon, il y a le badminton, il y a le tennis, il y a le paddle et il y a le pickleball. Qui est-ce qui est en train de gagner la bataille, sachant que, comme on l'a dit, un court tennis, c'est à peu près 3 terrains de paddle. Et puis derrière, il y a aussi une question d'existence et de survie. On avait entendu Djokovic parler du risque de disparition, alors peut-être pas à ce point-là du tennis, au regard des nouvelles pratiques. Tu peux un peu nous dire déjà qui gagne la bataille du chiffre d'affaires et de la rentabilité au mètre carré entre ces différentes pratiques, et comment toi tu vois les 5-10 ans sur la répartition paddle, tennis, éventuellement pickleball et badminton? Pickleball, c'est très USA et je connais pas les chiffres du pickleball en chiffre d'affaires. Par contre, c'est le 3e sport en termes de pratiquants aux USA en 4 ans. Donc, c'est vraiment un truc incroyable. En France, quand on analyse les premiers clubs de pickleball qui sortent, le taux d'occupation, c'est 30 minutes par jour. Donc, je dis souvent, aujourd'hui, n'investissez pas dans le pickleball, même si tout le monde dit dans les journaux, comme le paddle il y a 10 ans, ça explose, c'est génial, c'est la poule aux œufs d'or. Les premiers pionniers du paddle en 2015, ils ont fermé. Les premiers pionniers du pickleball qui se lanceront, ils vont fermer. J'en suis presque persuadé, vu les taux d'occupation. Donc, pour moi, il faut attendre que le tennis développe un peu, que certains privés développent un peu, ou des multisports mettent de terrain pour que ça se développe, et on pourra analyser si oui ou non le pickleball est un sport qui peut faire de l'argent. Mais aujourd'hui, le pickleball ne rapporte pas grand-chose sur le marché français. Le paddle est clairement le sport qui rapporte. En France, bien, par rapport à tous les autres sports. Le badminton, c'est un sport qui est sous-coté, parce que clairement, c'est une croissance sur 30 ans. 230 ou 240 000 licenciés, 1 million de pratiquants, donc c'est énorme. Et avec un champion du monde en puissance. On a un champion européen là qui a gagné. Et donc, on devrait comme avoir avec les frères Lebrun au ping-pong un effet badminton. Et ils ont des vieilles installations. Et donc, ils rêvent, je pense, les joueurs de badminton, d'avoir à un moment une expérience client d'un gymnase qu'ils partagent avec le basket, le hand, etc. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une petite bataille entre la FFT et la Fédération française de badminton pour intégrer le pickleball dans leur giron, parce que notamment terrain de pickleball, terrain de badminton, c'est les mêmes dimensions. Tout à fait. Le terrain de double de badminton et le pickleball à 10 cm près, c'est la même chose. Donc, le badminton veut utiliser le pickleball pour, en fait, rentrer dans le privé. Ça, c'est la stratégie du badminton. Parce qu'ils veulent sortir, comme ce qu'a permis le paddle, c'est-à-dire que le paddle tennis arrive dans le privé, indirectement la FFT, c'est licencié. Via le paddle, la FFT augmente son nombre de licenciés. Le badminton veut faire la même chose avec le pickleball, en mode on va augmenter notre puissance
grâce à ça. Pour moi, je trouve ça plus logique que ça soit honnêtement le badminton, vu que les terrains sont similaires. Et surtout, d'un point de vue politique et force en présence, c'est que si le tennis commence à dire le pickleball est à moi et que 50% des badmintonneurs jouent au pickleball, tout d'un coup, en fait, le tennis est en train de grappiller aussi le badminton en disant tu viens dans mon giron. À un moment, la ligne elle se raffine entre les deux. Ouais. La FFT pourrait dire je suis le ministère des sports de raquettes entre guillemets. Mais ce qui peut être intelligent d'un point de vue étatique, d'avoir un ministère des sports de raquettes, mais d'un point de vue politique pour chaque fédération, c'est sûr qu'ils se feront tous prendre par le tennis qui mettra, on va dire, ces hommes entre guillemets, comme on l'a vu dans le paddle, c'est des anciens tennisman qui sont au poste clé, et donc le badminton ou d'autres n'ont pas forcément envie de ça. Donc il y a une guerre en élite politique qui joue là derrière. Ouais. Surtout avec une FFT qui pèse 350 ou 380 millions d'euros de budget grâce à Roland Garros, chose que n'ont pas évidemment la Fédération française de badminton et encore moins paddle et pickleball. Bien sûr, mais j'ai pas répondu en fait à ta question sur Djokovic et le tennis. Ouais. Et pour moi, il y a un point important, c'est est-ce que le tennis est devenu un sport chiant? Est-ce que en fait le pickleball on joue au pickleball ou au paddle parce que c'est devenu vraiment délirant? Et moi je dis c'est simple. En Espagne, il y a que 10% des jeunes qui jouent au paddle. 10% toujours, c'est un sport mature, on a 11% des licenciés qui ont moins de 18 ans. Donc je dis les jeunes, c'est bizarre, en Espagne, ils trouvent pas ça marrant. Parce que le jeune, en fait, il regarde la télé, il veut être Messi, il veut être Alcaraz, il veut être ce qu'il voit à la télé. Et il teste le paddle et il est pas plus amoureux du paddle que du tennis. Donc en fait, c'est pas que le côté sport qui est plus marrant, plus ludique. Parce que souvent on dit c'est plus ludique, donc ça va tuer le tennis. Je dis non, je dis en fait à un moment, le paddle et le pickle, on revient à cette notion de bar, ils gagnent la bataille aussi de l'expérience client. Les clubs de tennis, c'est des vieux hangars des années 80. C'est une expérience avec des bénévoles qui sont très courageux, etc. Mais il y a une expérience client qui est assez basse par rapport au privé. Et aujourd'hui, on a des sports comme le pickle et le paddle qui arrivent en mode, vous qui avez un peu d'argent, parce qu'on est sur un public CSP+, on vous offre une expérience client de qualité sur un sport au final qui est marrant. Et on sait que vous venez du tennis en général ou d'un autre sport, vous avez fait votre carrière, donc là on est sur du social. Et en fait, ces sports-là gagnent la bataille du social. Si demain le tennis, au lieu de se concentrer juste sur le sport, les classements, se concentrer sur l'expérience client, le clubhouse, etc., le tennis reviendrait dans la course. Mais aujourd'hui, le tennis, même au niveau des formations, on va créer des champions. Et moi, je dis, c'est pas l'air du temps. Aujourd'hui, et même biologiquement parlant, moi, je dis, théoriquement parlant, si on faisait une théorie du sport de raquette, je dis, on est jeune, on commence par le tennis, le badminton, le squash. À un moment, on se casse tous une épaule, un truc qu'on peut plus servir, on se dit, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste du paddle. Et à la fin de notre vie, on se dit, avec 55 ans, j'ai plus rien, il me reste le pickleball. Il faut savoir que 50% des pratiquants réguliers de pickleball aux États-Unis ont plus de 55. Donc, il y a quand même cette courbe, cette courbe du produit, genre de raquette, qui fait un peu ça. Et je me souviens d'une joueuse de squash compétitrice de haut niveau, elle me disait, Romain, tu sais, en fait, le squash, quand t'as plus de genoux, tu peux pas jouer à 2 à l'heure. Parce qu'en fait, la balle est tellement molle qu'en fait, elle rebondit pas. Donc, tu peux pas jouer avec mon fils comme ça, tiens, je suis un peu blessé et je joue. Le badminton, tu peux faire. Je peux être blessé et de faire ça avec quelqu'un. Le paddle, en étant blessé, je peux continuer à jouer. Le tennis, si j'ai pas de service, à partir de 30, 40 ans, je peux pas, c'est pas marrant. Et donc, pour moi, il y a vraiment un côté biologique aussi et sport. Très bien. Hyper intéressant. Et ensuite, ils finissent par le golf, c'est ça? Non, hyper intéressant. On a parlé beaucoup de la pratique de gens comme toi et moi, enfin peut-être plus toi que moi. Parlons un petit peu du circuit professionnel, parlons des athlètes de haut niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui domine le haut niveau dans le paddle, circuit masculin, circuit féminin, et quels sont les grands tournois, les grandes ligues, l'équivalent de l'ATP ou de la WTA, ça équivaut à quoi dans le paddle? Alors, on a un grand circuit. Après le World Paddle Tour qui était le grand circuit à l'époque, on a eu un circuit produit par des Qataris qui s'appelle le Premier Paddle. Et le circuit international. On peut le dire produit par Nasser El Khelaifi qui est le patron du PSG. Tout à fait, tout à fait. Et donc un grand circuit qui a permis de professionnaliser encore plus le sport avec des prize money plus intéressants. Et on a en parallèle un paddle qui là va être peut-être racheté, alors j'ai pas trop suivi, par aussi un fonds émirati. Alors il faut que je dise des bêtises, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais aujourd'hui, le grand circuit de tous les pros jouent, les meilleurs, c'est Premier Paddle. Et sur le Premier Paddle, on a 4 joueurs qui gagnent tout depuis 1 an. Ils sont Tapia Cuello, donc Tapia argentin, Cuello espagnol, Kingoto argentin, Galan espagnol.
Donc, on revient à l'historique, c'est que Argentine et Espagne sont les pays dominants. Et là, depuis le début de l'année, ils ont gagné 7 des 8 tournois à eux 4. Chez les nanas, même chose. On a José Maria, on a Sanchez, on a Tria et on a Brea. Pareil, ils ont gagné 7 des 9 tournois. Donc, 4 personnes vraiment qui dominent le haut du tableau. Ce qui fait que ça peut être un peu chiant aussi d'un point de vue compétition, parce qu'on a les mêmes qui gagnent toujours, et en plus les mêmes nationalités. Et souvent, il y a cette question de à quel point le paddle peut être un sport télévisuel et dominant d'un point de vue de la storytelling marketing. Et moi, je dis, le tennis, il faut sur le terrain, ils peuvent perdre plein de choses. Parce que le club de tennis, c'est sûr, on préfère faire du paddle que du tennis. Quand on est cassé, on va faire du pickleball. Par contre, sur la storytelling, le marketing en ligne, le tennis a 100 ans d'avance. C'est-à-dire que le tennis, c'est un sport qui a 100 ans, qui a vu des confrontations entre différents pays à travers les joueurs. Quand on pense à Nadal, on pense à la grinta espagnole, Murray, on pense au style anglais, Gasquet, l'élégance française. On a plein de choses comme ça. Et en fait, on peut raconter comme des blockbusters au cinéma des histoires. Et en fait, en marketing, c'est important parce qu'on raconte des histoires et donc à la télé, c'est intéressant et donc les gens regardent la télé. Aujourd'hui, le paddle, c'est les Harlem Globetrotters version paddle. Alors, les Harlem Globetrotters, c'est les gars de NBA qui font un tour du monde et qui montrent qu'ils sont les plus forts. Bah, ici, c'est des Argentins et des Espagnols qui vont à Stockholm, qui vont à Miami, les mêmes finales. Donc aujourd'hui, on est plutôt à cette étape-là. Et donc cette étape-là n'est pas forcément très marrante pour d'un point de vue télévisuel. Ce qui fait qu'on n'a pas pas de personnes qui regardent par rapport à d'autres et donc moins de marketing et donc moins de sponsors qui arriveront aussi. Donc pour moi, le tennis de ce côté-là est très en avance encore et très dominant par rapport au paddle qui est rikiki. C'est pas encore un produit assez globalisé qui en fait excite la fibre nationaliste et nationale parce qu'il n'y a pas d'assez bons joueurs dans chaque pays. Donc en fait, ça reste un petit peu de l'entre-soi hispanophone, quoi, ou hispanophile. Et par contre, au niveau événementiel, c'est-à-dire que tu fais un tournoi à Paris, à Madrid, c'est vrai que en présentiel, ça remplit. Là, on a eu le record à Buenos Aires de spectateurs avec 16 000 spectateurs lors du même événement. Alors le Châtrier, je sais pas, c'est peut-être non, dans le tennis, j'ai vu le plus grand match. C'est 15 000, non, Châtrier, non? Ouais, c'est peut-être ça, c'est 15 000. Et même le match de tennis avec le plus d'affluence, c'était en Afrique du Sud, disait Google, avec 50 000. Pour un fond, c'est une soirée. Ouais, c'était Federer-Nadal pour un truc de charité, non? Ouais. 16 000 quand le Chartrier fait 15 000, ça montre qu'en événementiel, c'est pas si déconnant que ça. Ouais, en effet. Tu m'as fait une transition parfaite. Tu as commencé à introduire le mot marketing. Qui sont les grands acteurs privés, corporate, les grands partenaires du monde du paddle? Qui met de la thune dans le paddle? Qui met de la thune dans le paddle? Alors, les Qataris. Alors là, pour avec le premier paddle, c'est quand même eux qui sont vraiment le moteur de tout ça. Et après, alors on a, j'ai envie de dire les voitures. Cupra, je pense à Cupra Alpine, par exemple. Donc Cupra, c'est le groupe Seat, ça appartient. Et Seat, ça appartient à Volkswagen, non? Je sais plus. Ouais. Et ben les chers auditeurs, vous ferez votre petit travail de recherche, mais je crois que Cupra appartient à Seat, qui appartient à Volkswagen. Mais je me trompe peut-être. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non. Mais voiture, j'ai vu des assurances en Espagne beaucoup, des SLAS et les grandes marques de raquettes qui se positionnent, Picma, Babola. Mais je suis pas un expert des sponsors de tournois, mais à chaque fois, tu vois un peu les mêmes. Et je ne pense pas que qu'il y ait beaucoup de financement. L'autre jour, par exemple, pour un tournoi, j'ai demandé, parce que je savais qu'il y avait cette question qui pouvait arriver, et j'ai demandé à quelqu'un qui a mis un billet, une marque, le nom, qui a mis un billet pour un tournoi international, et c'était entre 50 000 et 100 000. Pour information, je n'ai pas de comparaison avec d'autres sports, mais ça me semble, ça semble des sommes qui sont quand même pas élevées que ça. Ça dépend les droits du partenaire. Qu'est-ce que tu peux activer derrière ça? C'est toujours pareil. Quel était le budget global de l'événement et quelle quote-part il prend avec son 50 ou 100 000 C'est ça. Je sais pas s'il prend 100%. En effet, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Super. Ouais. Donc tu disais, c'est vrai qu'Alpine se positionne très fort en France, mais tu me disais aussi que le patron de Renault était un peu un gros fan de paddle. Donc ça joue aussi peut-être. Le directeur général apparemment est fan de paddle, donc ça doit jouer pas mal. Ok. Mais ce qui serait logique par rapport aussi à notre public CSP+, dans les clubs, souvent les publicitaires, c'est des concessionnaires de voitures ou de l'immobilier, parce qu'on est sur des gens qui gagnent plus de 2 500, 3 000 euros net par mois.
Donc, en fait, ils peuvent s'acheter une voiture ou une maison. Donc, on va être sur des publicités. Ça serait logique, voilà, que ces marques-là se positionnent parce que le public correspond à leur cible client, quoi. Ouais. Du coup, on a parlé des grands partenaires, des grands sponsors. Il y a aussi une autre couche qui favorise le développement du paddle. C'est des acteurs comme Playtomic, comme Matchy, comme EddyBuddy, qui sont des plateformes de réservation des terrains. Et en fait, cette digitalisation de l'accès au terrain, ça a été un boom. Enfin, ça a permis vraiment aussi le boom de la pratique. Tu peux un peu nous expliquer, pareil, nous cartographier un peu l'ensemble des acteurs et à Bien quel sûr. point ils ont participé à ça? Bien sûr. Alors, on a, pour les auditeurs, une marketplace. Il faut penser à booking.com, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder tous les calendriers de tous les hôtels, j'ai sur un même site la possibilité de voir les disponibilités de tous les hôtels qui sont référencés sur le site. C'est la même chose pour le paddle, c'est-à-dire que je vais sur une application et à 6 heures du soir à Paris, je sais tous les cours dispo qui sont sur l'application. Donc, ça fait gagner du temps et une expérience client évidemment plus agréable. Et on a dans les marketplaces, en leader mondial, on a Playtomic, Les Espagnols? l'Espagnol, qui vient de lever 60 millions d'euros là, pour accélérer son développement. On a le Suédois Matchy, qui est aussi bien développé, je crois, dans des dizaines de pays. Et on a le Français Anybody aussi, il faut le mettre en avant. Tout à fait. On les salue. Ils sont passés sur le podcast avec Martial. Et qui développe aussi une solution de marketplace. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'au final, l'expérience client est meilleure. Ce qui fait que si le joueur met moins de temps à trouver un terrain, il va jouer plus souvent. Généralement, c'est ça. Moi, j'ai interrogé des clubs qui sont passés sur Playtomic ou sur d'autres. Ils me disent, voilà, on a gagné de l'argent parce qu'il y a plus de gens qui viennent. Et en plus, souvent, ces marketplaces sont des réseaux sociaux. Et donc, on peut trouver aussi des joueurs plus facilement. Donc, ça fluidifie le marché. Ça augmente la part du gâteau. C'est ce que je dis, moi. Donc, c'est sûr que ça accélère la croissance du paddle, l'expérience client. Et moi, je suis assez en faveur du développement de ces marketplaces qui accélèrent la croissance. La question, en fait, de savoir si on met une marketplace ou pas, elle est légitime au début d'un marché en mode je suis tout seul sur une ville. La marketplace arrive en disant venez chez nous. Souvent, c'est un peu plus cher une marketplace. Donc, je dis je suis tout seul, donc j'ai pas envie de payer plus cher, sachant que je suis tout seul sur votre marketplace. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le moment où il faut faire un pari avec la marketplace en disant je fais le pari du développement. Et aujourd'hui en Italie, apparemment, une fois que les marketplaces ont aidé au développement, quand il y a une saturation du marché, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on commence à regarder les économies, les charges qu'on a en trop, et il y a des clubs qui peuvent commencer à se dire, en fait, les concurrents sont en train de couler, moi j'ai besoin de 5000 en plus par-ci par-là, donc je repasse parfois, je m'en vais de la marketplace et je repasse sur de la marque blanche. L'opposé, c'est la marque blanche. J'ai mon application à moi. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je dis sur une ville comme Paris, Perpignan, Marseille, d'avoir 25 applications pour savoir à 6 heures où je peux jouer, où il y a de la dispo, ça me semble totalement bête. Mais bon, c'est des stratégies de club, c'est respectable de dire tiens, j'ai mon application, j'ai les data clients. Et pour moi, il y a une fausse croyance aussi qui est de dire en marque blanche, de dire comme ça, les clients m'appartiennent. Bon, on entend ça dans l'argumentation. Et quand je dis tout ça, j'ai aucune part dans aucun client, aucune entreprise. Pour être clair. Eh bien, les clients, on est dans l'ère où les clients ne nous appartiennent pas. C'est pas parce qu'on a une marque blanche que j'ai l'application du club Y. Si le mec du club Y, je l'aime pas, ou j'ai une mauvaise expérience client, c'est pas parce que j'ai son application que je vais être fidèle. Et on est dans l'ère où les joueurs ne sont pas fidèles. Ils vont là où en fait ça se passe bien. Et la vraie fidélité, elle se construit par l'expérience client, au-delà d'un logiciel de réservation. Ouais, ça c'est un énorme sujet, surtout dans un marché qui commence, alors pas tout à fait, mais on voit quelques signaux de saturation dans certains pays en Europe. Donc il va falloir en effet créer un petit peu plus que mettre à disposition un terrain pour pouvoir garder ses clients. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet qu'on peut d'ores et déjà aborder. Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle spéculative sur le paddle déjà? On est dans une bulle. On est dans une bulle, on peut pas dire le contraire. Mais j'ai envie de dire, tout marché en croissance, ou à un moment on voit une opportunité, je pense que dans tous les marchés, il y a un effet de bulle. En tous les cas, il y a des passionnés qui se disent, je veux changer de vie, il y a de l'argent à se faire, donc tout à coup, comme en Italie, comme en Suède, on a trop de clubs qui se créent d'un coup, sans calcul, sans business plan qui tiennent la route, et au final, la demande ne peut pas suivre. Donc, on sait très bien qu'on arrivera à une bulle. Aujourd'hui, l'offre est avantagée. Il y a beaucoup trop de demandes en France, par exemple, par rapport à l'offre. Et on sait très bien qu'il y aura une bulle. Et en fait, il faut se préparer, quand on crée son club, à cette bulle pour pouvoir encaisser cette bulle. Et on sait très bien que, après l'amour, parfois il y a un peu de désamour. Donc le paddle, même si on adore y jouer aujourd'hui, moi j'ai joué 3 fois par semaine il y a 10 ans, alors j'y joue une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Moi je suis un grand fan de paddle. Mais tu vieillis aussi. Et je vieillis. Mais donc il y a vraiment cet effet-là, et on est en concurrence avec d'autres sports. Mais moi je dis le pickleball peut-être va éclore et on ira jouer au pickleball. Donc moi au paddle, le tennis va sûrement peut-être reprendre des parts.
ou l'escalade, qui est un sport aussi très sympathique. Donc je dis, il faut se préparer à ce que cette folie du paddle, à un moment aussi redescende un peu. Et donc il y a quand même un effet. Voilà, j'ai des personnes qui créent des business plans, en fait, avec des scénarios le paddle va rester à ce niveau-là tout le temps. Voilà. Et moi je dis non, ça on l'a vu nulle part. On arrive pas loin de la fin, mais j'ai encore pas mal de questions. Si on se projette à 4, 5, 10 ans, selon toi, c'est quoi les 5 trucs qui vont un peu structurer le paddle du futur? D'accord. D'un point de vue, tu veux dire technologie? Technologique, marché, marque, même format, tu vois, peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer sur le format, même retransmission. Aujourd'hui, Canal+ a pris beaucoup de droits sur le paddle, donc on peut regarder du paddle sur le canal. Mais voilà, peut-être que ça va évoluer. Le paddle au JO, tu vois, c'est aussi. Alors, si tu me dessinais un mouton là, Ouais. le mouton du paddle dans 5 ans, qu'est-ce que ça pourrait être? On peut être un peu farfelu, hein, on peut se lâcher. Alors, à quoi on s'attend dans 5 ans? Les JO, ça pousse, mais je crois pas forcément parce que ça, vu comment le squash a mis du temps. En 2028, enfin le squash. Le pickleball poussera, les États-Unis pousseront le pickleball. Est-ce que le paddle? J'ai encore un peu de doute, mais c'est très politique. Donc en fait, il suffit entre guillemets peut-être d'avoir des pouvoirs politiques pour dire en avant. Mais j'ai du mal à y croire. Technologiquement parlant, oui. Ce qu'on va voir, c'est des solutions. La problématique, c'est le foncier. Donc on va avoir des solutions foncières innovantes. Du paddle sur l'eau. On le voit déjà à Dubaï, à Miami, en Angleterre. Ça arrive en France. Donc ça, c'est top. Du paddle sur le toit. Ça, on voit ça. J'ai vu en Espagne, ils ont développé par exemple un paddle où il y a 4 pieds, pas de la même hauteur, pour pouvoir mettre ça sans terrassement. Vous avez une colline, vous mettez un paddle et puis en avant. Donc je me permets de citer, je me permets de citer Sportfield et Jean, qui a imaginé, qui a déposé des brevets d'un terrain de paddle modulaire et d'urbanisme temporaire pour les collectivités notamment, et qui a un fabuleux projet. C'est notamment lui qui avait installé le terrain de paddle en face de la Tour Eiffel à Paris. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas cette modularité, elle est clé dans le développement du paddle. Elle est clé, et c'est la stratégie de Sportfield. Ils vont s'installer aussi à Lyon. Et en fait, ils ont des solutions aussi de bruit qui sont fait valider parce qu'évidemment le paddle fait du bruit, donc on peut se mettre en cœur de ville avec ces solutions, etc. Donc plein d'innovations à mon avis dans cette direction au niveau de la problématique foncière. D'un point de vue technologique, on a l'IA. L'IA qui arrive, et donc avec les caméras, on va pouvoir analyser son jeu. Alors, ça va permettre, pour les joueurs et les entraîneurs d'avoir des meilleures data pour s'améliorer, mais surtout, et moi c'est ça que je souhaite, c'est qu'au paddle, en fait, quand on trouve des joueurs, chacun donne son niveau. Moi je dis je suis niveau 5, toi tu me dis je suis niveau 6. Évidemment, il y a notre ego qui floute un peu notre auto-jugement. Donc souvent, une partie sur deux, on se dit putain, le mec il disait niveau 6, en fait il est niveau 3, je me suis fait chier, etc. L'IA, pour moi, a pour but, et j'espère que dans 5 ans ce sera ça, de nous juger et de faire des matchmaking à notre place. Donc on va sur le terrain, on joue, l'IA dit toi t'es niveau 5, moi je suis niveau 4, et après elle nous met dans des groupes WhatsApp en mode c'est l'IA qui a fait la validation. Pour le gérant, c'est une solution pour lui, et ça améliore l'expérience client de tout le monde. Donc l'IA va peut-être permettre d'améliorer en tout cas la problématique de matchmaking. Ça j'y crois aussi. Et après, pour le marché français, mais ça c'est un souhait que j'ai, mais c'est en train de changer un peu. Toujours par rapport à la problématique foncière, on est en train de construire des buildings à droite à gauche, des hangars à droite à gauche sur des choses, sur de l'agricole, entre guillemets. Enfin, pas de l'agricole, mais sur des prairies. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des cimetières de clubs de tennis, un peu partout. Et en fait, il y a des clubs maintenant, des maires qui sont intelligents de ce côté-là. Ils disent, voilà, on va utiliser l'existant. On va sacrifier, ou je vais mettre le club de tennis via un bail amphithéotique, je le donne à un privé pendant 20 ans. Et il va maximiser cette localisation. Et on va mettre du paddle. On aura des accords public-privé plus forts, plus courants, pour au final utiliser un existant qui est bien placé et souvent sous-utilisé. Et donc moi j'espère que dans 5 ans, on ira dans cette direction, que ce soit pour du paddle, du pickle ou même mettre un hôpital. C'est vraiment plutôt un cri dans une bonne gestion de notre patrimoine collectif. Et j'espère que ça ira dans cette direction. Ouais. La féminisation peut-être aussi. La féminisation, j'espère bien, mais là ça dépend de l'humain là. Je le souhaite aussi. Super. On va un peu clore ce super épisode. J'espère que, chers auditeurs et vous qui n'ont regardé sur YouTube, vous aurez appris plein de choses. Si tu devais nous donner les 3-4 grands chiffres à retenir, quels seraient-ils voilà, pour conclure et repartir avec des petits chiffres dans sa boîte à outils. D'accord. Alors, on en est à 3000 terrains.
On est au début d'une croissance, on peut migrer vers, comme l'Italie, vers 8-9 000. Tout ce qui est au-dessus, ça commence à être inquiétant. Ratio par habitant, donc en Espagne, on a 3 000 habitants par terrain de paddle. Donc si vous voulez créer un club dans une de vos villes, 3 000 habitants, c'est trop, c'est vraiment le maximum. Généralement, le chiffre réel, il va se trouver sur un marché mature, sain, entre 7 000, entre 6 et 10 000. Vous calculez, vous regardez s'il y a de la place encore. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut viser généralement en rentabilité? Entre 10 et 20%. Avec les charges, ça c'est très important parce que c'est vraiment ça qui va vous mettre la main sous la gorge, le couteau sous la gorge. C'est que les charges ne doivent pas, le loyer ne doit pas dépasser maximum à 30% du CA global. Mmh. Donc plus vous serez bon sur les charges, plus vous pourrez créer votre rêve, parce qu'il y a beaucoup de gens que je sais qui rêvent de créer un club de paddle, parfois qui veulent changer de vie, etc. Mais la passion ne veut pas dire que dans les faits, ça va bien se passer. On reste très cartésien et essayer de trouver vraiment des lieux où les charges sont les plus basses possibles, parce qu'on est quand même sur un business. Au-delà de la passion, il faut quand même mettre un peu plus de cartésianisme dedans. Je pose souvent cette question à mes invités, et ça, on va clôturer l'épisode sur ça. Qu'est-ce qui te rend pessimiste et qu'est-ce qui te rend optimiste pour le développement du paddle? Pessimiste, moi j'ai connu le paddle au début où en fait tout le monde se partageait les infos, tiens t'as vu ça, comment faire un coup droit, etc. Donc, très humain, on s'en Très compagnonnage, quoi. Très compagnonnage, etc. Qu'est-ce que je vois? Je vois que maintenant c'est un business. J'ai vu arriver l'argent dans le paddle et tout d'un coup tu vois évidemment l'être humain, la société dans laquelle on vit aussi. Et il y a un côté où en fait très opportuniste. Donc côté négatif, c'est qu'au final je vois que le développement est très difficile à réguler et que je vais avoir sur des villes, et je le vois déjà, des business plans qui passent pas par nous, qui font totalement déconnant, des gens qui vont faire faillite. Parce que quelqu'un leur a dit oui, tu verras avec le paddle ça marchera. Et des gens qui vont se tirer dans les pattes, et au final je vois déjà malheureusement des drames entre guillemets financiers. Ça c'est le côté négatif, mais bon, de tout nouveau marché, je suppose. Positif, optimiste, j'ai dit même. Optimiste, et le paddle quand même se développe. Et qu'est-ce qu'on voit avec le paddle et le pickle, c'est que les gens bougent. On est quand même un monde très sédentaire. On est assis, moi je suis assis, je sais pas, j'ai l'impression d'être assis ou allongé 20 heures par jour, c'est horrible. Le paddle, en fait, tout d'un coup, redonne quand même de la vie au club de tennis. Souvent, on dit ouais, le paddle mange le tennis. C'est vrai, on prend beaucoup de joueurs au tennis, mais à la fois, j'en parlais avec la fédération de tennis, je dis le paddle sauve le tennis. Parce qu'en fait, on met des terrains dans un club de tennis, donc des gens à l'extérieur viennent, donc tout d'un coup, il y a du social, ça semble plus sympathique, il y a de l'argent pour rénover le clubhouse, ça crée du lien, et ça, c'est quand même quelque chose qui est agréable, que ça s'appelle pickle, paddle, tennis, on s'en fiche. L'important, c'est que derrière, moi, j'aime bien que le sport serve à quelque chose de plus élevé, on va dire spirituellement parlant, et le lien, c'est quelque chose quand même de sympathique. Donc l'optimisme, c'est que tant qu'un sport comme ça se développe, ça montre qu'il y a quand même des choses qui bougent et que les gens se voient et font autre chose que de l'ordinateur et du smartphone. C'est magnifiquement conclu. Je te remercie Romain pour ce temps, pour toutes ces lumières. J'espère que vous qui êtes derrière vos écouteurs ou derrière votre écran, vous aurez appris plein de choses. Je vous encourage à vous abonner sur Dream Team, sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, et on se retrouve pour de prochains épisodes, au moins aussi enrichissants que celui avec Romain. Je compte sur vous pour soutenir le podcast. À très bientôt. Merci Romain. Merci Pierre. Ciao. Ciao.